Alors ce matin, j'ai un invité spécial. En fait, j'ai Thierry, notre directeur marketing chez H2H, qui est en fait un consultant externe ou une entreprise qui est venue en fait prendre la charge de la direction du marketing à l'interne chez nous. Et donc, je vais te laisser te présenter. Puis aujourd'hui, ça va être un sujet vraiment intéressant parce qu'on va adresser la dualité ou la compétition entre le marketing et les ventes. Souvent, c'est un qui est le mal aimé, des fois, c'est l'autre. Puis je trouvais ça franchement intéressant comme sujet. Alors, merci de participer au live ce matin. Fait que je débuterai par une présentation. Explique-nous qui tu es, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais chez H2H. Puis après ça, on attaque le live là-dessus. Il y avait plein de gens qui étaient très curieux là, d'entendre parler de ça. Donc, let's go. Are you behind on your credit card bills? Good. Pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Yes, ben merci pour l'invitation, c'est super cool. Puis moi, dans le fond, c'est Thierry. Je suis stratège marketing slash directeur marketing externe chez des entreprises de coaching consultation spécifiquement. A.K.A. Geek en chef, puis Wizard du Facebook Ads, comme il y en a qui aiment appeler. Fait que ça fait à peu près, ça fait 9 ans que je suis en marketing, puis ça fait spécifiquement comme 6 ans que je suis niché dans les coachs consultants. Je travaille dans une agence avant ça pendant 5 ans, puis après ça, je suis parti à mon compte pour faire ce que je fais aujourd'hui. Puis H2H, d'ailleurs, je pense que c'était un de mes premiers mandats que j'ai eu à mon compte, si je ne me trompe pas. Puis j'en ai comme starté une dizaine, j'en ai gardé 3, puis H2H est dans les Survivors, fait que ça c'est super cool. Puis dans le fond, ce que je fais concrètement, c'est vraiment aligner la direction marketing puis la stratégie marketing. Fait que spotter c'est où les bottlenecks, c'est où les goulots d'étranglement, spotter c'est quoi les KPI qui sont à travailler, puis mettre des plans d'action en place pour régler ces bottlenecks-là. Fait que that's it, ça fait un petit peu le tour de qui je suis. All right, merci. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, tu sais, on va parler vraiment de la dualité. Puis c'est toi qui as apporté le sujet. Fait qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Ça va être un peu plus toi qui va animer le podcast, puis tu sais, un peu plus diriger les questions parce que c'est définitivement plus ta tasse de thé. Puis tu sais, je trouvais ça intéressant de te donner mon point de vue par rapport à mon ressenti, justement par rapport à ça. Fait que je te laisse prendre le lead pour les prochaines minutes, Thierry. Yes, fait que quand Tania m'a dit qu'elle m'avait proposé de faire un podcast avec toi, PL, je me suis dit, tu sais, moi je suis vraiment un gars de marketing, toi t'es vraiment un gars de vente. Fait que j'étais quoi, meilleur sujet à aborder que justement la dualité puis le fameux clash qu'on voit dans certaines entreprises entre le département des ventes puis le département du marketing. On entend souvent comme l'équipe marketing chialer, hey, les vendeurs sont pas bons, ils closent pas, ça close pas les leads. Puis on entend souvent les vendeurs disent les leads sont pas bons, il y a rien à faire avec ça. Puis souvent c'est comme l'entrepreneur qui se retrouve au milieu de ça, puis qui est comme c'est où que je dois mettre le finger sur le blâme ou tout ça. Puis c'est qui réellement que je dois taper ses doigts ou est-ce que c'est moi qui ai mal fait ma job au final si on se lance des rushs d'un côté ou de l'autre. Puis je trouvais ça intéressant parce que on peut vraiment faire passer ce clash-là, puis cette difficulté-là, en machine de guerre, vraiment de feedback, quand l'équipe de vente puis l'équipe de marketing se parlent, puis collaborent, puis ils ont vraiment une synergie qui se crée. Il y a vraiment un effet comme multiplicateur qui peut se créer, entre autres à cause du feedback, particulièrement que l'équipe de vente peut donner au marketing. Pour donner une idée, moi, quand je rentre dans une entreprise, la première chose que je fais, c'est que j'écoute une trentaine, quarantaine d'appels de vente front to back. Je l'écoute en x2 pour sauver un petit peu de temps, là, mais je les écoute manuellement une vingtaine, trentaine. Puis après ça, j'en fais écouter une trentaine de plus. Je mets les transcripts dans ChatGPT. Ça, c'est d'ailleurs un nouveau use case que j'ai trouvé qui est vraiment insane. Je demande de faire une synthèse qui est spécifique sur qu'est-ce que je cherche. Puis les appels de vente, fondamentalement, c'est vraiment un outil incroyable pour les marketeurs, sous-estimé, parce que la phase explo, ça te permet d'apprendre sur le persona, puis la phase pitch, ça te permet d'apprendre sur l'offre, qui sont vraiment ce que tu veux savoir sur le bout des doigts en tant que marketeur quand tu rentres dans une entreprise, l'offre puis le persona. Puis ça, c'est quelque chose que je vois vraiment overlook chez les marketeurs qui vont beaucoup y aller par assumption. Fait que la première chose que je serais curieux, pour toi, pour le accountability, justement, les vendeurs pitch des rushs sur les marketeurs pitch des rushs sur les vendeurs. Selon toi, c'est de où que le problème il part le plus souvent? Ben, en fait, selon moi, là, puis tu sais, moi, je me place tout le temps dans mes mandats de consultation, je m'en viens à côté, si on veut, de l'entrepreneur qui, lui, est coincé entre les deux. Puis, tu sais, tu as parlé de feedback, puis je pense que ça l'ouvre la porte à la discussion. Selon moi,
ça part des ventes. OK? Puis ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas de processus de vente, s'il n'y a pas de précal, puis il n'y a pas d'appel explos, puis qu'on n'est pas capable de voir quel est le continuum, tu sais, de comment le vendeur entreprend la conversation, on ne sera pas capable de venir s'assurer que le lead, il est valide ou il est invalide. À partir du moment où est-ce que j'ai implanté le processus de vente, puis que je suis capable de faire exactement ce que tu fais, de recorder, de regarder les appels de vente, je suis capable de pinpoint c'est quoi les points de faiblesse, puis ensuite, je peux donner un feedback de qualité au niveau du marketing. Puis j'ajouterais une sous-couche ici même. Oui, le processus de vente, mais la capacité à handle les objections. OK? C'est vraiment quelque chose, justement, on travaille conjointement sur un mandat, hein, à l'externe. Puis, tu sais, le feedback que moi j'avais, c'est les leads sont pas bons, tu sais. Puis quand je regardais ça, puis que le handle d'objection, c'était une objection, deux objections, puis il lâchait l'affaire, puis il envoyait ça en suivi. J'ai vite réalisé que le problème, c'était pas le marketing, c'est qu'il fallait on soit capable de dénouer ou de travailler davantage d'objections. Puis la preuve, on a attaqué ça tout le mois de juillet, puis on a vu blow up les ventes, genre complètement là, dans ce compte-là, puis qui était, je pense pas que c'est strictement ça, mais en bonne partie un des problèmes. Donc, la compréhension, la mise en place d'un processus de vente très exhaustif, précis, puis la capacité à répondre à beaucoup d'objections nous permet de voir si c'est un bon lead ou ça n'en est pas un. T'sais. Parce que si je m'en vais vers toi et je dis hey, Thierry, on a disqualifié 98% des leads, je pense que cette campagne-là ne fonctionne pas partout, on va être capable d'avoir un bon feedback. Mais si je sais même pas c'est quoi la disqualification ou faire un DQ, comme vous dites, ça marche pas. Là, t'sais. Fait que pour moi, j'attribue la responsabilité maintenant. J'aurais pas fait ça il y a quelques années, mais maintenant j'attribue la responsabilité sur les ventes en premier lieu. Puis lorsque j'ai les bons data, je suis capable de me revirer puis de donner un justificatif qui est exhaustif puis travailler plus main dans la main avec le marketing pour avoir un résultat qui se multiplie au lieu d'une chicane entre deux départements. Là. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis que ça part des ventes parce que souvent, même si des fois les vendeurs ils ont raison puis les sellers ils ont raison que les leads sont pas bons, souvent ce qui va manquer c'est de dire d'expliquer pourquoi ils sont pas bons. Pourquoi? Fait que c'est ce C'est- qui manque de liquidité, ce qui manque c'est un truc financier, c'est plus au niveau du timing, de l'intention, d'à quel point ils connaissent la business. Souvent il y a comme hey, les leads sont pas bons, les leads sont pas bons, mais c'est difficile de venir pinpoint quoi. Puis les gens dans l'équipe de vente c'est vraiment les mieux placés pour venir donner leur juste là-dessus. Non, exactement. Puis, tu sais, il faut que les vendeurs aient au fond des choses. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment important cet aspect-là. Tu sais, tu peux pas juste dire, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'entends, là, parce qu'ils maîtrisent le processus de vente. Je suis comme, ouais, mais le lead t'es pas assez chaud. Ouais, attends une minute, là. Tu sais, je veux dire, t'as une job de le réchauffer, de un, et de deux, t'as une job de venir répondre aux objections, là. C'est pas toutes des easy peasy close qui font comme, voici ma carte de crédit, oui, jump in, là. Tu sais, il y a une job à faire au niveau du closing, puis c'est ça qui va donner le meilleur rétro-feedback là, pour l'équipe de marketing. Là. Fait que ce point-là, je le pinpoint là, puis après ça, je descends. Puis c'est d'ailleurs une des choses qui m'avait fasciné quand tu as jumpé dans H2H, parce que pour tous les agences qu'on a engagées, sans exception, tu étais le premier à faire ça. Puis je trouvais vraiment que la logique était exceptionnellement intéressante. Tu sais. De voir qu'est-ce qu'il dit en vente, qu'est-ce qui se close, parfait, maintenant je pars avec ça, puis je recule en arrière, puis je veux parler à ces gens-là. C'est ça qui fait qu'ils passent à l'action. J'ai trouvé ça magnifique. C'était un des concepts marketing que j'ai le plus appris là, durant les derniers mois, là, puis que tu as intégré H2H, en fait. Là. Nice, puis ouais, définitivement, là, on parlait du côté vendre la chose niveau accountability, mais il y a aussi le revers de la médaille qui est le marketing. Je pense a aussi sa part de responsabilité, dont ça. Souvent, tu sais, les marketeurs, je vois souvent, ils vont assumer, ils vont se dire, ah, le monde, tu sais, j'ai un oncle, le beau-frère de mon oncle qui est comme un petit peu dans ce marché-là. Fait que, tu sais, il me fait penser un peu à ça. Fait que d'après moi, c'est ça le personnage, puis ils vont venir comme créer un personnage de toute pièce, puis ils vont venir l'assumer. Mais souvent, tu sais, ce qui va être vraiment plus efficace, c'est d'aller voir le vrai data, puis d'aller voir vraiment les vrais gens, puis les humains, puis ce qu'ils disent. Puis c'est fou, juste en une couple d'heures, d'écouter ce monde-là sur les sales calls, parler de leurs problèmes, parler de leurs enjeux, de qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, de leurs bloquants, à quel point on a comme des pépites d'or là, en marketing qui sortent de ça. Puis souvent, ce que ça donne, c'est que sur les sales calls, les gens y arrivent, puis ils disent « Crème, j'ai vu tes pubs, on dirait que tu es dans ma tête, on dirait que tu me parles à moi. » Mais la réalité, c'est qu'on est dans leur tête parce qu'on a écouté plein de sales calls de personnes qui sont un petit peu dans le même Comme eux. marché, puis on va reprendre leurs mots directement dans les ads. Hein? Puis, pourquoi, selon toi, les gens en marketing vont vraiment pas faire cette analyse-là, puis ils vont dire, ah, on a des clients dans cette industrie-là, ça doit être à peu près ça, puis ils poussent
une quantité importante de ad sets, puis ils vont faire du A/B testing, puis ils vont tester au lieu de faire tout ce travail d'analyse-là? C'est-tu parce que c'est fastidieux puis c'est long? C'est-tu parce qu'ils savent pas? C'est-tu parce que c'est une pratique courante qui est enseignée? Parce qu'il y a du coaching pour les media buyers, il y a du coaching. C'est quoi, selon toi, la source ou l'enjeu pourquoi personne travaille comme tu le fais, là, honnêtement? Ou du moins, il y en a certainement qui le font, mais moi, sur 10 agences puis gens que j'ai engagés dans mes autres business, j'avais jamais vu ça, là, tu sais, là. Fait que j'étais curieux de savoir ça. Mhm. Je pense que c'est boring. Je pense que c'est pas sexy. Puis je pense que le monde, ils veulent, surtout en marketing, qui est un peu comme des ventes at scale, naturellement. Puis tu sais, c'est la nature humaine. Les gens veulent chercher le quickest path to success, puis ils veulent aller chercher le quick shiny thing. Mais ça, c'est le contraire de ça. C'est le travail laborieux qui semble évident une fois que tu le sais. T'es comme, ah, faut que tu écoutes le marché pour savoir qu'est-ce que le marché veut. Mais moi aussi, même moi, tu sais, j'en ai connu des dizaines de marketeurs, puis ça se compte sur les doigts d'une main, tu sais, ceux que je connais qui font vraiment ce travail-là en profondeur. Puis je pense que c'est juste parce que c'est littéralement le truc le plus ennuyeux que tu n'as pas de t'asseoir puis d'écouter 30 heures de sales call, puis de noter ça, puis de faire une synthèse de ça, puis de compiler tes notes, puis de faire une hiérarchie de qu'est-ce qui revient le plus souvent, puis après ça le moins souvent, puis des sous-clusters de clientèle, puis tout ça. C'est vraiment un travail tu sais, qui est emmerdant, pour pas dire le contraire. Puis moi, perso, je pense que je le fais parce que je pense que c'est important, mais aussi parce que, curieusement, je pense que ça m'intéresse. J'ai peut-être un petit côté autiste. Fait que genre, j'adore ça, checker ces affaires-là. Puis, tu sais, je suis vraiment comme une bébête d'humain. Puis j'adore la psychologie. Je voulais comme étudiant en psychologie avant. Fait que je pense que c'est ça qui fait que je tripe là-dessus. Puis je pense que c'est pas tout le monde non plus qui a conscience à quel point c'est important. Fait que ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, je dirais, c'est que souvent, malheureusement, c'est juste la nature de comment les partnerships sont faits avec les agences. Souvent, ça va être des retainers fixes. Puis souvent, ça donne que l'incentive, c'est de finir la job, en guillemets, le plus vite possible. Puis c'est ça qui rend l'agence le plus rentable possible. Ouais. Fait que ça, c'est comme plus l'aspect logistique de la chose. Mais l'ironie parfaite de ça, de livrer la job le plus vite possible, ça implique aussi potentiellement de pas donner de résultats, puis de pas avoir de retainer, puis d'avoir de l'attrition pour tes comptes, tu sais. Fait que c'est une ironie, à mon avis, là, tu sais, parce qu'on a pris ce concept-là, puis on l'a apporté dans notre agence avec Tony, là, tu sais, puis on a dit, tu sais, il faut réfléchir à comment ils vendent, puis mieux comprendre le persona, puis ça va nous aider, puis ça fait comme une différence. Mais je suis d'accord avec toi que on est très dans vite, 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 faut être rentable, vite, on va changer moins cher, on va couper les coins ronds. Puis c'est une méga subtilité, mais ce travail-là, il prend beaucoup d'heures, tu sais, puis il fait partie de ton offre de service. T'es la personne que j'ai payé le plus cher de toute ma vie en marketing, mais on le regrette pas une maudite seconde, là, tu sais, parce que cette analyse-là, bien qu'elle a pris des dizaines d'heures, elle a créé des répercussions en termes de chiffre d'affaires, là, tu sais. Je pense qu'on a fait x2 depuis. En moyenne, on fait x2 par rapport à l'année passée depuis que t'es là, tu sais. Fait que ça fait toute qu'une différence en termes de chiffre d'affaires, là, tu sais. Exact, définitivement. Puis c'est un peu la nature de la chose qui est comme la majorité des gens, pas juste en marketing, mais dans tout, vont mettre le focus sur le court terme, entre guillemets. Puis je pense que c'est un petit peu ça le, le- le problème avec la nature humaine en ce moment, c'est que le court terme, ce qui va être le plus payant ce mois-ci, c'est de skipper un peu ou aller faire ce travail-là vite. Mais ce qui va être le plus payant, comme tu dis, ce qui va amener moins d'attrition puis qui va faire que tu vas pouvoir charger plus cher, définitivement, c'est de faire ce genre de travail-là. Je serais curieux, tu sais, là, on parlait tu sais, d'un mandat qu'on avait en commun. Sinon, dans les autres business que tu as consultés, peut-être sans les nommer, as-tu des exemples de scénarios d'entreprise que cette guéguerre-là arrivait entre le marketing et les ventes? Ben honnêtement, elle arrive pratiquement dans tous les business, là. T'sais. Aussitôt qu'il y a deux ou trois vendeurs, il y a toujours une agence marketing. Puis l'agence marketing dit toujours que les vendeurs sont poches, puis les vendeurs disent toujours que l'agence est pas bonne. La preuve, ben je peux parler de ma propre business, le Residencia, là. Encore hier, là, mon directeur des ventes est comme ah là, va falloir parler avec l'agence, là, les leads sont pas bons ces temps-ci, puis pourtant je check les ads subs, ils sont pareils, puis quand je creuse, je suis comme finalement, il n'avait pas closé son contrat de spot. Il envoie ses signatures. Au lieu de les faire signer de spot, il envoie ses signatures en différé. Fait que là, j'étais comme, tu peux pas attribuer la responsabilité à l'agence, là. Ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Fait que je suis revenu sur des coachings de vente puis des processus de vente. Mais tu sais, sérieusement, c'est dans tous les business. J'en dirais que c'est plus. Moi, je parle toujours de la capacité introspective des vendeurs, là. Puis honnêtement, le manque de capacité introspective fait toujours en sorte que tu relances la balle à quelqu'un d'autre. C'est bien moins confrontant à dire c'est de la faute du marketing que de dire c'est de ma faute, j'ai pas fait mon close comme du monde. At some point, quand tout ça c'est respecté, là, après ça, je suis capable d'aller chercher le data que j'ai besoin. Mais dans mes propres business, dans tous mes business sans exception, on le voit. Puis dans
la très grande majorité de mes clients, là, tu sais, sincèrement. Là. Mhm. C'est pas un petit sujet, là, c'est un problème majeur dans la très grande majorité des business. Là. Pas juste, c'est ça, sérieusement, je pense que c'est 100%. Genre, c'est parce que, premièrement, la majorité de nos clients n'ont pas de processus de vente. OK? Un. Deuxièmement, s'il y a des vieux vendeurs ou des gens résistants au changement, il n'y a pas de processus de vente. Fait qu'ils sont pas capables de voir là, tu sais, cet aspect-là, puis être capable de trouver c'est la vraie responsabilité de qui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je commence toujours par le management quand je consulte, puis je descends tranquillement. Puis la finalité, c'est que je parle au directeur des ventes, puis peut-être à la fin les vendeurs, mais normalement, je me rends pas aux vendeurs parce qu'il y en a genre la moitié qui se sont fait congédier parce qu'ils sont résistants au changement. On veut du monde qui soit capable de changer puis d'appliquer la recette, puis à partir de là, on est capable d'avoir les bons éléments. Ben, pour une réponse quick, là, c'est parce que là, je m'éternise un peu sur la réponse, mais essentiellement, je le vois dans tous les mandats. Ouais, puis je pense que tu as touché un point important sur le processus de vente. On parle beaucoup d'imputabilité puis de rendre les vendeurs accountable puis le marketing accountable. Mais quand tu as un processus de vente qui vient un peu s'imbriquer avec le marketing aussi, processus de vente slash marketing, c'est tellement plus facile quand tu as les KPI, quand tu as l'étape 1, le premier call, le deuxième call, c'est supposé se passer comme ça, le formulaire ressemble à ça, c'est ça qui est un lead qualifié, c'est ça qui est un lead pas qualifié. Quand tu as tous ces éléments-là en place, c'est tellement plus facile d'imputabiliser tout le monde. Puis ça devient pas comme hey, t'as pas fait ta job. Oui, oui, j'ai fait ma job, c'est l'autre qui a pas fait sa job. Ça devient comme noir sur blanc, comme Qui a les fait chiffres l'erreur, sont plus là? évidents, exact. Hein? Puis celle-là, elle donne de la clarté au marketing, mais elle donne aussi de la clarté au manager. Là. Tu sais, l'incompréhension dans les KPI, puis dans justement la clarté que les chiffres puis ton investissement en termes de budget devrait te donner, sérieusement, c'est une obsession pour nous. Là, tu sais. Puis Nick, t'es encore pire que moi. Là, il est en vacances, puis il est encore en train de checker les cost per lead, puis il check ça. Tu sais. Puis je pense que pour n'importe quel entrepreneur qui nous écoute, si vous ne comprenez pas les termes qu'on vient d'expliquer dans les dernières minutes, là, vous devez aller vous rafraîchir là-dessus, parce que surtout si vous dépensez 5 10 000 $ par mois, puis vous ne comprenez pas comment cet argent-là revient dans vos poches, c'est big red flag, là, honnêtement. Là, tu sais. Fait que, oui, j'aime bien le concept d'imputabilité. Tu sais, puis le but, c'est pas nécessairement de taper ses doigts de quelqu'un. Mais quand tu dépenses, je sais pas, moi, 300 400 000 de budget marketing par année, je pense que tu es en droit de voir où est-ce que l'argent s'en va, puis il revient, puis comment il revient, puis pourquoi il revient pas, puis avoir plus de visibilité puis de clarté dans ta gestion du quotidien. Selon moi, c'est un bare minimum. Tu peux pas obligé que ce soit 400 000, là, ça peut être 10 000 par année. Puis tu mériterais quand même en tant qu'entrepreneur d'avoir cette clarté-là. C'est ton argent, c'est ton business, puis je pense que à some point, c'est ta responsabilité d'aller trouver les différentes façons de faire pour avoir cette imputabilité-là et cette visibilité-là en termes de chiffres. Là, tu sais. 100%. Puis, tu sais, ça, c'est un des volets, c'est l'imputabilité. Le deuxième volet que j'aurais à ça, c'est qu'une fois qu'on a ce processus de vente-là en place, puis qu'on a cette imputabilité naturelle-là avec les KPI qui sont noir sur blanc, le deuxième côté que je vois, c'est la synergie entre l'équipe de vente et de marketing. Ça, peut-être était un petit peu plus loin parce que c'était plus Nico qui était là, mais depuis que Nico est plus là, peut-être tu l'as vu un peu plus. Comment tu l'as vécu, toi, chez HEH, ce tournant-là de cette synergie-là qui se crée entre le setting puis le marketing, puis entre le setting puis les ventes? Ben, je vois vraiment que, tu sais, le travail main dans la main, là, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est rendu, tu sais, mettons, le directeur au setting à l'interne, il parle plus avec toi qu'il parle avec le directeur des ventes, quasiment. Parce que, aussitôt qu'il est capable d'établir une corrélation sur une défaillance ou sur un bon trend, il va toujours le partager. C'est ce partage d'informations-là qui t'amène à probablement bouger les adsets ou tu sais, les différentes annonces qu'on a. Puis, moi, cette synergie-là, je la vois que d'un bon œil parce que la multiplication des résultats s'effectue de fil en aiguille, puis on voit de plus en plus de résultats. Puis le pire, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est juste au tip of the iceberg. Hein, tu sais. Toi, tu penses qu'on peut encore faire fois 2 sur ce qu'on est actuellement, maybe fois 3. Puis on a juste un premier, c'est un premier, une première vision de ce que ça donne le rendement de cette synergie-là. Puis j'avais jamais pu espérer ou croire que ça donnerait ça, sincèrement. Genre, pour moi, qui était très, très vente, toi, t'es rentré chez nous, puis tu disais, vous êtes bon en vente, mais si vous êtes poche en marketing, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis parce qu'on était bon en vente, on n'avait pas nécessairement besoin de se casser la tête à ce niveau-là, mais pour aller chercher l'hyper-croissance qu'on cherche, on avait besoin d'un allié comme ça, tu sais. Puis je pense que maintenant qu'on le voit comme ça, puis qu'on peut dire, OK, bon, ben, chaque département est extrêmement fort, ben là, on voit que le résultat, tu sais, se donne par lui-même, là. Les
chiffres explosent, les ventes explosent, le chiffre d'affaires explose, tout le monde est content. Tu sais, on a eu notre souper staff samedi dernier. Tu sais, on était à 25, là, tu sais. Il y a 3 ans, on était deux dans cette compagnie-là. That's kind of crazy, là, tu sais. Fait que voilà, fait que c'est un peu ça. Fait que oui, la synergie, je vois d'un bon œil, puis je vois beaucoup l'effet multiplicateur, là. La cohésion d'équipe, la multiplication des résultats, etc. Ouais, puis je me souviens, à un moment donné, je pense que c'était un monteur vidéo que j'avais référé ou je sais plus trop quoi, mais il y avait comme quelqu'un de nouveau dans Slack. Puis toi, t'as vu, Lucas vient d'arriver sur Slack, toi, t'as dit, c'est qui ça? Tu sais, je parle le fil parce que ça va trop vite. Mais définitivement, puis t'as touché un point quand même intéressant qui est souvent les business vont être bâtis, mettons, en coaching. Tu sais, si on parle de business de produits ou autre, ça va être plus, ça va être différent, mais pour des business de coaching, consultation, services en ligne, agence, etc., name it, souvent, ça va être un fondateur qui a un background, un super background, soit en vente ou soit en marketing. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai comme remarqué récemment, vu que moi, j'étais biaisé de l'autre bord complètement. J'étais 100% marketing. Tous les fondateurs que je connaissais, ils étaient 100% marketing. Puis les ventes, c'était comme, tu sais, c'était comme un peu sur le back burner. Puis c'était comme, je suis bon en vente parce que je connais mon produit, puis je suis fort en marketing. Un peu comme moi, j'ai pas d'expérience hardcore en vente, mais je suis capable de closer mes produits marketing à moi parce que j'ai confiance en ce que je dis. Puis c'est ça qui fait la vente naturellement. Mais aussitôt que si je voudrais mettre un vendeur qui vendrait pour moi, c'est là que ça Tough. viendrait complètement exploser. Mais je serais curieux d'avoir tes thoughts là-dessus. Founder marketing, founder vente. Ben, ironiquement, ça donne que dernièrement, j'ai beaucoup de tes références qui rentrent dans le funnel, tu sais, puis je pense que n'importe qui doit, maintenant, j'aurais pas pensé ça dans le passé, mais je pense qu'on doit absolument posséder les two set skills, pour vrai. Tu peux pas être, en fait, je pense, honnêtement, je pense que tu peux être juste marketing si tu réussis à avoir un petit produit pas cher que tu es capable d'auto-market ou auto-sell this kind of stuff. Mais si tu tombes dans du produit ou du service puis que tu vends extra cher, ben, si t'es bon en vente, pis t'es pas bon en marketing ou t'as pas d'intérêt pour le marketing, tu vas te limiter dans ta croissance. Puis même chose à l'inverse. Tu peux faire. Il y en a qui ont réussi là, des coups de circuit en marketing de faire des millions de dollars par année, mais c'est une poignée de gens là, qui ont réussi à faire ça. Fait que je pense que c'est la corrélation entre les deux capacités, puis être capable d'arriver à un niveau bon dans les deux peut juste faire du bon. Puis je pense que ce qu'on parlait tantôt dans la synergie, ben, d'avoir une synergie forte entre les deux, ça s'acquiert aussi pour le owner. C'est l'owner qui est fort en vente, qui n'a rien en marketing, il va être limité. Celui qui est bon en marketing va probablement être limité. Tu l'as toi-même dit, s'il fallait que je m'engage 3 vendeurs, ça serait vraiment tough, tu sais, de leur expliquer comment le faire puis comment y aller, tu sais. C'est sûr que toi, tu le parles, t'as tellement T'as- t'es né dans le bassin, là, je veux dire. T'es comme Obélix qui est né dans la potion magique, que tu parles de ton service. Si on t'écoute, on est comme, wow! Ça, c'est assez pour nous closer, tu sais. Mais essentiellement, prendre ça, transcender ça, qu'on va appeler ça un talent inné ou une compétence innée, ben là, c'est là que ça se gâche, tu sais. Puis malheureusement, on voit ça beaucoup, que ce soit d'un ou l'autre. Tu sais, si t'as pas la compétence, puis tu vas engager quelqu'un qui est bon en marketing, il y a des bonnes chances que tu te fasses fourrer, là, parce que tu sais pas c'est quoi quelqu'un qui est bon en marketing. Fait qu'il va te dire qu'il est bon, il va bien se vendre, il va rentrer à l'interne, finalement, c'est une pomme pourrite. Puis à l'inverse, tu peux engager une licorne en vente, là, un joueur A+, mais tu lui donnes pas de structure, pas d'encadrement, pas de processus de vente, tu vas le brûler. Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu aies les deux skill sets à un certain niveau. Évidemment, on peut pas être expert dans tout, là, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut maîtriser les deux puis comprendre. Puis c'est d'ailleurs pour ça, tu sais, hier, j'ai fait un pitch avec 3 entrepreneurs, en fait 2 entrepreneurs puis une directrice. Puis t'es le seul consultant qui nous oblige à être dans la démarche. Puis j'étais comme, faut que ça parte d'en haut, vous devez comprendre c'est quoi. Puis t'es comme, ouais, mais pourquoi pas le mid-management? Mais le mid-management, s'ils démissionnent demain matin puis ils s'en vont, il y a pas l'acquisition du knowledge, vous allez l'avoir, vous allez pouvoir congédier des gens, bouger des gens. Puis tu veux pas qu'à un moment donné, ta décision, elle soit genre, ah, on peut pas congédier cette personne-là parce qu'on a payé un accompagnant de malade, c'est tout lui qui détient le knowledge, puis c'est lui qui demande l'application, tu sais. Fait que dans la même ordre d'idée, je pense qu'il faut développer puis acquérir des skills dans les deux départements, puis être capable, dans certains niveaux, comprendre, puis voir c'est quoi la trajectoire, puis où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi ça donne ces résultats-là. Tu sais. Ouais, 100%. J'allais dire quelque chose de similaire que on peut être. Je pense qu'on peut faire une business qui fait, mettons, du 50-60. Tu sais, j'ai vu quelques fois, comme tu disais, un 100, 200, 300 000 avec juste un des deux. Mais je pense pas que c'est possible. Puis là, je parle spécifiquement, mettons, en coaching. Mais je pense pas que c'est possible d'être top, top, top
sans être vraiment avoir une licorne, une tête licorne de chacun des départements dans la business. Du moins, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Puis souvent, c'est ça, tu sais, on va voir des entrepreneurs qui vont lean. Tu sais, on aime nos forces, puis souvent, on est bon dans ce qu'on aime, puis on aime ce dans quoi on est bon. Fait qu'on va. Tu sais, souvent, il y a du monde qui ont des. Mettons, je donne un exemple. Une business qui a un taux de closing, mettons, à 80%, ben comme vous, avant que j'arrive, puis 100% du focus était sur les ventes parce que c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on est bon, fait qu'on lean là-dessus. Mais souvent, la bottleneck, ça va être la statistique, mettons, qui est la plus facile à doubler. Puis dans le cas des business qui sont leadés par les ventes, souvent, ça va être une stats marketing, puis vice-versa. Mais je pense que c'est important, comme tu dis, d'être pro-efficient dans chacun des deux. Tu sais, comme Nico, c'est un gars de vente à la base, mais il est super bon en marketing aussi. Puis je pense que c'est super important pour spotter le talent, pour spotter la licorne qui va venir comme compléter un petit peu notre leadership. Puis ouais, je pense que c'est vraiment comme important d'avoir les deux. Moi, je regrette, by the way, de ne pas avoir fait plus de ventes. Tu sais, j'en ai fait un petit peu pour l'agence pour laquelle j'étais. J'avais fait une agence web plus jeune, j'en avais fait un petit peu. Puis là, tu sais, j'en ai fait pour mes clients-là, mais j'ai jamais fait full-time de la vente. Puis à ce moment, tu sais, je pense dans ma carrière, c'est pas ce qui vaut le plus la peine, mais il y a des fois un petit côté de moi qui est comme, j'aurais aimé ça avoir les reps, j'aurais aimé ça, ben, ça forge le caractère, puis j'aurais aimé ça avoir été breedé là-dedans. Je vois Julien puis Noah, ces gars-là, ça va être à mon âge, ça va être des, ça sera Des plus tueurs. machines, là. Ça va être des surhommes, là. Puis, souvent, quand on leur explique ça, ils comprennent pas, tu sais. Mais je suis comme, 10 ans passés, j'avais jamais leur éthique de travail, leur discipline, leur rigueur en vente, là. Puis aujourd'hui, je pense que je suis excellent en vente, là. Puis je suis comme, dans 10 ans, vous allez être bien meilleur que moi, là. Ça va être dangereux. Puis, tu sais, ça m'apporte sur un thème intéressant, là. Puis je pense qu'on pourrait faire un podcast strictement là-dessus, mais j'aimerais avoir ton opinion sur la monétisation de l'expertise. Tu sais, oui, tu cherches à développer diverses aptitudes. Mais moi, c'est un concept que j'enseigne aux jeunes, notamment. Parce que les jeunes de notre génération, on n'est pas exactement dans la même génération, mais presque, ont tendance à bouger rapidement d'un département à un autre ou d'une business à un autre. Puis, surtout en vente, c'est que si tu décides de faire une carrière en vente, tu devrais stick to it puis devenir vendeur pour les 30 prochaines années. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire 500 000 par année parce que tu vas tellement torcher les culs, parce que tu vas tout avoir le bagage et les réponses, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette opinion-là. Fait que j'aimerais avoir ton input. Qu'est-ce que tu penses de ça, la monétisation d'expertise, hein? Ouais, je pense que c'est extrêmement important le focus. Comme tu dis, que la majorité des gens, ils ont comme surtout les gens qui ont un cerveau entrepreneurial, naturellement vont avoir le shiny object syndrome ou comme Alex Hormozy appelle le woman in the red dress, qui a tout le temps quelque chose qui a de l'air plus facile, puis qui a de l'air plus nice, puis qui est comme ah, mais là je fais de la vente, je gagne ma vie, pas pire, je fais un 150 000 par année, mais il y a des gars en marketing qui font plus, puis là tu switches, puis là ah, finalement c'est plus tough que je pensais, puis là ah, finalement je vais aller faire un logiciel à la place, puis tu sais, ça c'est de quoi que je vois comme souvent, puis les entrepreneurs vont beaucoup faire. Puis définitivement, tu sais, de focus sur quelque chose, même si ça a l'air de pas être payant sur le court terme, souvent il va falloir bûcher, puis bûcher, puis bûcher pendant une couple d'années, puis après ça, on va avoir comme un unlock. Puis, par contre, j'amènerais comme une nuance que je trouve intéressante, c'est le concept de skill stacking. Je sais pas si tu as déjà comme entendu parler. Non, non. Mais exemple, si moi, j'ai commencé ma carrière en faisant du media buying strictement, fait que juste mettre les creatives dans Facebook, puis juste faire le tracking, puis juste l'aspect technique de la chose. Tu sais, je valais peut-être, je sais pas moi, je pouvais peut-être charger 50-60$ de l'heure pour ce skills-là. Après ça, j'ai acquis un autre skills, mais complémentaire, qui est le copywriting. Fait que ça, je peux charger pour ce skills-là peut-être un 70-70$ de l'heure. Mais si j'ai les deux, fait que je peux écrire mon copywriting, puis je peux le mettre dans Facebook, ben là, tout d'un coup, je vaux 150 parce que je suis capable de faire toute la chaîne, puis je suis capable de voir la corrélation entre les deux. Puis après ça, j'apprends le management, puis après ça, j'apprends la stratégie, mais c'est tout dans la même lignée. C'est un petit peu si je fais le parallèle avec le parcours d'un vendeur, si j'apprends l'appointment setting, ça va avoir une certaine valeur. Si après ça, j'apprends le closing, ben c'est un nouveau skills, mais qui complémente le premier. Puis après ça, si tu apprends les finances, tu peux devenir un peu comme toi, tu es vendeur, mais tu as d'autres skills entrepreneuriales plus globaux. Fait que ça vient pas détraquer ton focus, mais ça vient rajouter sur ta valeur parce que tu deviens top 10% dans 4 skills différents au lieu d'être top 1% dans un seul skill, ce qui est beaucoup plus difficile.
Fait que moi, j'aime beaucoup cette variable de skill stacking-là, mais c'est important de pas sidetrack puis de changer Je- complètement de domaine. Exact. Je pense qu'il y a un intérêt et une aptitude de base, puis tu peux évoluer. Parce que, tu sais, là, les gens qui m'écoutent, ils doivent dire, ouais, mais là, tu sais, t'es pas vendeur, t'es entrepreneur. Mais moi, le skill, c'était la vente. Mais je savais que pour aller chercher bien plus que mon pourcentage de commission, il fallait que j'achète la compagnie, que je devienne owner, puis que je vende à l'intérieur de elle pour faire le delta entre les deux. Puis, tu sais, je veux dire, c'est probablement un skill stacking, management, closing, etc. Puis on a monté. Mais je pense que, tu sais, de garder une ligne directrice dans, tu sais, parce que je serais bien surpris que dans 3 semaines, tu me dises, PL, j'aimerais ça jumper dans l'équipe de vente, là. Tu sais, je serais comme, tu sais, you crazy, là. Tu sais, fait que l'idée derrière ça, c'est ça. Fait que, mais merci de ton opinion là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, pour les jeunes qui nous écoutent, je comprends, c'est peut-être difficile en ce moment, mais la vie, c'est difficile. Tu sais. Il y a personne qui a gagné une médaille olympique en s'entraînant 3 semaines, tu sais, puis qui a fini premier sur le podium. C'est des décennies d'entraînement pour arriver à être dans les top performers. Puis j'aime beaucoup tirer des analogies puis des comparaisons avec le sport de haut niveau parce que si tu veux devenir dans les meilleurs au monde ou dans les meilleurs dans ta discipline ou dans ton métier, clairement, il va falloir que tu y mettes beaucoup d'heures, beaucoup d'années, beaucoup d'amour, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'introspection, peu importe c'est quoi, mais at some point, ça va être le plus beau cadeau que tu peux te faire, tu sais. Parce que surtout, parce qu'en vente, en plus, les gens, ils vont pas vraiment à l'école, là, tu sais. Si tu fais pas un doctorat en médecine nucléaire quand tu t'en vas en vente, là. Fait que techniquement, si t'as pas ce chemin scolaire-là à faire pour faire 300 000 à 400 000 par année, c'est un peu normal que pas rapidement, tu touches 400 000 par année. Il y en a qui réussissent ce qu'on appelle des licornes, hein, ou des étoiles filantes, mais la réalité, c'est qu'il y a un chemin à parcourir, puis il y a différents véhicules que tu vas prendre qui vont t'amener là. Tu sais. C'est un peu ma recommandation, arrêter de changer constamment d'opportunités, essayer de trouver, évidemment, là, tu sais, je veux dire, il y a des contextes externes, là, tu sais, si ton boss, c'est de la merde, l'environnement, c'est de la merde, tu reçois pas ta paye le jeudi, les conditions sont pas bonnes, je peux comprendre que tu te bouges, mais monétiser ton skills, ça va prendre du temps, ça va prendre des années, puis at some point, tu vas être rémunéré pour ça. Puis ça reviendra jamais en arrière, parce qu'un coup que tu as acquéri l'expertise, tu fais du cash, puis tu regardes juste par en avant, ça peut juste s'en aller en s'améliorer. Tu sais, là. Fait que ce serait ça une recommandation que je voulais partager sur ce podcast-là aussi. Là. 100%, puis ça loop back bien au sujet du début qui était l'imputabilité, selon moi, qui est le first step si on veut s'améliorer. Puis comme tu dis, c'est Mm. 100% normal pendant comme la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année de faire 30 000, 40 000, 50 000, 50 000, 60 000. Puis qu'après ça explose en feu. Tu sais, ça, je l'ai vu, ben, je l'ai vécu, puis je l'ai vu chez beaucoup de monde aussi. Puis c'est de ne pas se décourager dans cette phase plate-là. Puis si tu fais l'analogie avec le docteur qui, lui, passe par le chemin traditionnel des études, ça va y prendre à peu près, je sais pas moi, 9 ans d'études pour après ça sortir puis commencer à 200 000 puis après ça augmenter à partir de là. Ben, c'est un peu la même chose en vente. Si tu commences jeune puis tu mets 9 ans, non seulement tu ne prends pas de dette d'études, mais même si tu es juste payé 30 000, 40 000, 50 000 au début, ben, tu es payé versus le docteur que lui paye pour son éducation. Fait que de mettre un petit peu cette métaphore-là, puis d'enlever l'idée du get rich quick scheme qui vient souvent avec la vente puis le marketing, je trouve que ça fait pas mal de sens. Ouais. Ah, et puis la réalité, c'est qu'après 9 ans en vente, tu vas faire autant d'argent que le médecin. Ouais. Tu sais, si Si tu tu es continues, intentionnel puis tu lâches pas, il n'y a puis aucune tu raison de. façonnes ta pierre, tu façonnes ta stratégie. Je parle pas d'un vendeur qui arrive avec son gros café dans son dealer automobile, puis qui est lendemain de brosse, puis qui est pas tu sais, driven par les objectifs. C'est pas ça que je parle. Quelqu'un qui veut atteindre des sommets, je mets n'importe quoi sur la table. 9 ans, on va arriver à la fin. On va checker vos T4, ils vont être similaires. OK? Je veux dire, puis il y en a qui vont le faire plus vite, il y en a qui vont le faire moins vite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu continues à façonner ton approche, puis que tu t'améliores, puis tu t'introspectes, tu vas avoir une belle carrière là-dedans. Tu sais. Ça, c'est certain. Tu sais. Même 100%. chose en marketing, by the way. Tu sais. Ouais, même, définitivement même chose en marketing. Puis je finirais peut-être sur deux aspects un petit peu plus tactiques, qui est sur le sujet de marketing versus vente, puis la synergie qui vient avec ça quand on arrête de pointer du doigt, puis qu'à la place on fait comme hey, ça pourrait peut-être être amélioré. Deux choses concrètes en marketing qu'on peut faire basées sur le feedback des ventes qui amènent des résultats ridicules, puis que j'ai implanté comme 4-5 fois dans les 6 derniers mois chez H2H, puis chez d'autres clients aussi. Puis à chaque fois, ça a été un coup de circuit. C'est de faire un formulaire justement de DQ. Ça, je vois tellement peu de monde faire ça. Mais à chaque fois que Définir des cues, s'il vous plaît, pour ouais, tout le bonne, monde. bonne idée. DQ, c'est disqualification. Fait en gros, c'est un formulaire de qualification. Mais moi, j'aime mieux l'appeler un formulaire de disqualification.
parce que, tu sais, dire non, ça va t'amener des meilleurs leads. Ceux qui fit les critères vont être des meilleurs leads. Fait que c'est un formulaire qui est basé sur des critères. Exemple, c'est quoi ta situation financière en ce moment? Ou il y a différentes façons de le worder pour que ça paraisse pas trop comme Hey, t'as combien de cash à me donner? Puis que ça fasse du sens selon la niche. Mais c'est quoi la taille de ta business si c'est un B2B? Ça fait du sens à demander, puis tout ça. Puis c'est-tu un bon timing en ce moment? Puis à quel point c'est un enjeu pour toi en ce moment? Puis des questions comme ça. Que si le lead est non qualifié, on n'envoie pas l'information à Facebook parce que Facebook marche avec ses algorithmes, il track selon la conversion qu'on lui donne. Puis dans 99% des agences marketing que j'ai vues, ils vont tracker pour un lead, peu importe, tous les leads vont être égales. Fait qu'il va, il va dire à Facebook, moi je veux le plus de leads pour le moins cher possible, no matter what. Puis ça, ce que ça fait, c'est que souvent, il faut vraiment aller chercher le diamond in the rough pour trouver le lead qui est qualifié pour les setters. Fait que ça met beaucoup de jobs sur les setters, puis ça coûte beaucoup plus cher en marketing. Puis souvent, ce qu'on peut faire, c'est juste demander au setter, OK, c'est quoi qui disqualifie quelqu'un? C'est quoi que tu considères comme un lead qualifié? C'est quoi que tu sets puis que tu sets pas? Puis littéralement, mettre ça sur le front de la business, puis avoir comme le formulaire de disqualification. Puis c'est pas parfait, il y a des gens qui vont mentir ou whatever, mais ça fait une maudite bonne job 80-20. Puis souvent, quelque chose qui est fou que j'ai remarqué à chaque fois que je l'implante, c'est qu'au début, tu vois que 80% des leads sont disqualifiés. Fait que tu vois que comme tout le monde est disqualifié, puis c'est juste la nature de la chose. Mais après ça, vu que tu t'envoies juste à Facebook ceux qui sont qualifiés, ben, à travers, mettons, 2-3 semaines de rouler ça, ben, tu vas voir un flip. Puis là, ça va devenir 80% des leads qui sont qualifiés juste parce que l'algorithme Facebook catch. OK, c'est des entrepreneurs en construction qui font 500 000 et plus, puis qui ont du temps à mettre là-dedans que tu cherches, avec leurs millions de points de données, qui connaissent mieux tout le monde qu'on se connaît nous-mêmes. Fait que ça a été de quoi que je vois presque jamais implanté, puis qui littéralement qui a doublé des funnels à chaque fois que je l'ai implanté pratiquement. Là. Nice. Gros tips, ça. C'est Ouais. très, très hot, hein. Fait que Que ça, c'est cool. Puis le le deuxième, c'est deuxième? la campagne de propagande. Ça, je serais curieux de t'entendre. Je sais qu'on l'a implanté il y a une couple de semaines. Puis je pense que tu as vécu un changement, même si c'est pas traçable. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. C'est un excellent bon point. Ben, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, si vous cliquez sur un de nos ads qui roule en ce moment, ben, Vous êtes c'est fait. Thierry. Vous êtes fait. C'est Thierry qui est derrière ça. La propagande, c'est quoi? C'est une séquence de 12 ou 13 publicités qui vont suivre, que vous allez voir, qui sont des vidéos organiques en majorité. Puis honnêtement, pour H2H, ça a été l'élément bascule dans la chaleur du lead, hein. Les gens arrivaient, là, pis t'es comme, sacrément, ça fait 24 heures que je te connais, je te vois partout, all over the Internet. J'ai déjà écouté tes podcasts, sont déjà dirigés partout. Pour nous, ça a excessivement augmenté la qualité des interactions avec les clients. Puis on le dit, dans le domaine du service comme dans du produit, les gens sont résistants à acheter. Fait qu'il faut les exposer à énormément de contenu, à de la valeur, puis à voir qu'on n'est pas des charlatans puis des peddlers, là, tu sais. Puis essentiellement, ça, je pense que c'est vraiment le gros turning point que tu as apporté ici avec la campagne propagande pour nous, là, aux ventes, là, c'était rendu quasiment une farce. Tu sais, t'as l'habitude de travailler avec des livres de frettes qui sont comme, te connais pas, t'as pas tu sais qui, ben oui, j'ai un enjeu de vente. Puis là, on était comme, bon, ben, OK. Puis on avançait là-dedans, on étirait, on donnait des devoirs. Là, à cette heure, ça arrive plus, là, Thierry, que je donne des devoirs, là. C'est genre juste, on rentre, puis il continue en plus, entre les appels de vente, il continue à recevoir du stock, à avoir du stock, puis comme, damn, that's crazy. On te voit partout, 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 là, tu sais, là. Fait que moi, j'ai adoré ça, là. J'en parle d'ailleurs beaucoup, beaucoup avec mes clients de ce genre de stratégie, là. Ouais, puis ça, c'est une campagne, comme tu dis, qui a aucun call to action. Fait que les marketeurs aiment pas ça. Ce genre de campagne-là que je peux rien tracer, je peux pas dire que ça me coûte tant aller chercher un lead. Tu sais, tu fais juste littéralement optimiser pour que les gens le voient le stock, puis tu targetes l'audience chaude. Fait que vu que tu targetes l'audience chaude, ça coûte vraiment pas cher, puis la personne va voir 15, 20, 30, 40 posts de valeur. Puis pour choisir ces posts de valeur-là sur qu'est-ce qui sont les plus pertinents, puis pour les tourner ou pour les choisir sur le contenu organique qui existe déjà, ça reloop back au sujet du jour qui est, ça va être dans les appels de vente. On va voir c'est quoi les objections, on va voir c'est quoi les fausses croyances que les prospects ont en arrivant ces séances calls. Puis on dit qu'est-ce qu'on voudrait que ces gens-là Voilà. aient comme information avant de jumper sur le call. Puis là, c'est là qu'on blast ce contenu-là. Puis ça aussi, ça a un impact qui n'est pas mesurable, mais qui est significatif à chaque fois qu'on le fait. Fait que, Tout à fait. C'est pas mesurable, mais clairement, on le ressent. La froideur est plus là. Les gens sont même proches, puis on a déjà dénoué des objections avant même qui arrivent. Alors, non, ça, c'est vraiment une grosse différence.
Fait que je pense que pour aujourd'hui, ça wrap up bien. Je dirais comme mot de la fin que finalement, nous, on n'en veut plus de dualité, on veut une synergie, on veut un travail d'équipe, puis on veut que l'effet multiplicateur entre ces deux départements-là persiste dans le temps. Puis donc voilà. Fait que merci beaucoup d'être venu nous voir sur le podcast, Thierry. C'était très apprécié. J'espère que notre audience va avoir apprécié ça parce qu'on a donné énormément de contenu de valeur, de stratégie, même au niveau du marketing. Alors, je vous remercie à tous. Sur ce, je vous laisse. Moi, je quitte pour les vacances. Je vais quitter tout le mois d'août au complet. Je vais de retour après la fête du travail en septembre. Donc, des vacances bien méritées. Et donc, si vous voulez avoir, évidemment, nous... Moi, je tombe en vacances, mais toute l'équipe continue à travailler. Il y a du contenu qui a été préparé. Alors, on va continuer à dropper du contenu sur les différentes plateformes. Sur l'Académie de la vente sur Facebook, il y a les newsletters qui vont continuer à rouler. Les podcasts vont continuer à sortir sur les plateformes. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Puis, nos équipes sont encore en poste. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite des belles ventes. Salut! Yes.